Voilà, donc effectivement, cette année, c'était un petit peu original. On a décidé d'imaginer quel sens ça avait de parler d'innovation dans un marché de niche qui est le marché du haut de gamme. Et pour cela, donc, on a un certain nombre d'intervenants qui vont se présenter eux-mêmes. Ça sera bien plus efficace que moi. Mais la problématique du haut de gamme est assez intéressante parce que souvent on dit que l'immobilier c'est local. Pour le haut de gamme, pour le luxe, c'est une autre perspective. La dimension, elle est totalement internationale. Les acheteurs sont particulièrement différents en fonction des zones géographiques d'où ils proviennent. Les biens sont particulièrement différents. Et donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la concurrence ne se fait pas entre deux biens d'un même quartier, j'imagine, mais entre des biens de villes différentes ou d'espaces géographiques différents. Voilà, je pense que maintenant tout le monde va trouver une place. On va commencer par un petit tour de table. Peut-être chacun, l'un après l'autre, vous pouvez vous présenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez et puis la vision que vous avez aussi de la définition que vous faites aujourd'hui du haut de gamme. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, Stéphane Insco, si c'est bien le... Bonjour. Oui. J'espère que le microphone marche. Oui, bien. Je m'appelle Steven Ensko, je suis directeur général de deux portails d'immobilier en Russie. Donc le premier qui s'appelle Edina ID, qui est un peu se loger pour la Russie, veut dire principalement des annonces d'habitation, donc on a un peu plus d'1 million d'annonces aujourd'hui. Un deuxième qui s'appelle Komesto, qui veut dire en russe que location commerciale, qui est exclusivement des annonces commerciales de un peu plus que 100 000 annonces aujourd'hui. Les deux ont été lancés dans les derniers 20 mois. Niveau de haut de gamme, je pense que c'est vraiment le bon question avec lequel il faut commencer, parce que surtout, je pense mon part dans cette discussion, c'est pour les acheteurs potentiels russes. On voit dans les journaux très souvent les très grands achats, les 5 millions, 50 millions. Pour moi, le haut de gamme veut commencer, comme on a un peu discuté tout à l'heure, de peut-être 750, parce que ça rend cette discussion beaucoup plus intéressante. Juste pour donner, pas pour vous retarder les autres, mais juste pour vous donner un petit peu les statistiques. Pour les Russes, il y a 111 milliardaires aujourd'hui en Russie. Bon, pas toujours en Russie, Paris très souvent, mais 111. Si on regarde les millionnaires, alors si on voit une définition de gamme plus large, là, il y a 231 000 millionnaires en Russie. Alors, je pense que les milliardaires, s'ils ont voulu acheter, ils ont dû déjà acheter. Alors ça, c'est un marché, on a été très gâtés dans les derniers 10 à 15 ans, peut-être, avec un nombre d'achats très important, avec les acheteurs qui arrivent sans avoir besoin d'un prêt, sans avoir besoin de vendre quelque chose, et qui peut choisir vraiment entre toutes les locations possibles en France, mais principalement, bien sûr, soit à Paris ou soit sur la Côte d'Azur. Là, si on peut définir le haut de gamme comme 750, qu'on a discuté, ou un petit million, 2 millions, 3 millions, ça entre dans une autre cible de marché. Et ça, c'est donc les millionnaires. Donc il y a déjà beaucoup plus en nombre. En pourcentage des gens dans cette cible de gamme qui ont déjà acheté, c'est vraiment une minorité qui ont acheté. Je pense que c'est entre 5 à 10%. Alors c'est beaucoup plus intéressant pour les agents, pour les développeurs à cibler ce marché. Cela dit, c'est quand même les gens qui seront je pense, un peu plus exigeant au niveau de prix. Ça veut dire, dans cette définition un peu plus bas de l'haut de gamme, il y a beaucoup plus de clients en nombre. Les gens, ils n'ont pas déjà acheté à l'étranger, alors ils sont plus peut-être ouverts d'esprit, ils sont plus exigeants sur le prix, ils auront peut-être plus besoin des services, idéalement dans la langue russe, bien entendu, que ce soit les avocats, que ce soit les agents, que ce soit les managers. Et je pense que c'est aussi les gens qui
peut-être ont besoin de vendre quelque chose en Russie pour acheter quelque chose à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas toujours un seul appartement ou une seule maison, ils ont très souvent plusieurs appartements, plusieurs maisons en Russie, comme les investissements, comme un petit peu les comptes bancaires. Et également, c'est les gens qui peuvent s'intéresser, pas comme les milliardaires bien sûr, mais ils peuvent s'intéresser dans les services genre hypothèque et assurance. D'accord. Bon, ben, on va effectivement revenir un petit peu sur le marché russe, qui est peut-être un peu spécifique par rapport aux autres marchés internationaux. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais vous nous raconterez peut-être un petit peu ces expériences. Philippe Calment, vous venez de John Taylor. Oui. Bonjour, donc Philippe Calment, je suis directeur général de John Taylor. John Taylor qui est un acteur de l'immobilier de prestige qui fête cette année ses 150 ans, puisque la société a été créée en 1864. Et donc on est présent en France sur 3 marchés essentiellement, juste que vous ayez une petite vision de ce qu'est John Taylor. Le marché parisien, la Côte d'Azur, très appréciée de la clientèle russe, de Saint-Jean-Cap-Ferrat à Saint-Tropez, et la montagne, les Alpes. Et depuis une dizaine d'années, John Taylor s'est développé à l'international avec l'ouverture d'agences dans 8 pays, dont l'Angleterre jusqu'au Qatar l'année dernière. Et l'Espagne récemment, et on a d'autres ouvertures prévues. Voilà pour présenter un petit peu John Taylor. Alors, sur la définition de l'immobilier de prestige, alors c'est vrai que ce seuil de 750 000 euros, il a l'avantage, c'est un petit peu le seuil qu'on retrouve dans toutes les études internationales sur l'immobilier de prestige, où on parle d'1 million de dollars. Alors, en même temps, donc c'est simple à retenir. En même temps, tout va dépendre des marchés. Sur certains marchés, comme le marché parisien, est-ce que pour 750 000 euros, on est dans le haut de gamme? Certaines fois, certainement. D'autres fois, clairement pas. Surtout aujourd'hui, où on a un stock d'appartements parisiens, classiques, qui ont une valeur élevée, plus par leur taille que par la qualité intrinsèque du produit. Donc nous, chez John Taylor, pour définir l'immobilier de prestige, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard, on a retenu 3 critères qui sont l'adresse, la vue. Ça peut paraître étonnant, mais dans l'immobilier de prestige, il faut que le bien, qu'il soit à Paris ou sur la Côte d'Azur, il faut qu'il ait une vue exceptionnelle. Donc l'adresse prestigieuse, la vue et les prestations à l'intérieur du bien, qui doivent être d'une qualité autre que celle qu'on trouve dans l'immobilier classique. Voilà un petit peu, nous, la définition qu'on donne de l'immobilier de prestige. Donc un seuil financier très difficile à établir, parce qu'ensuite ça va dépendre de la taille, ça va dépendre du marché, mais on préfère ces critères qualitatifs. D'accord, merci beaucoup. Nicolas Danvin, vous représentez Barnes. La société Barnes International. Je ne suis pas du tout quelqu'un du terrain, j'ai pas une expertise marché comme mes confrères, je suis vraiment quelqu'un de la technique. Donc on m'a recruté chez Barnes justement pour redynamiser un petit peu l'aspect Internet. Donc j'aurai plus de facilité et d'aisance à vous parler de mon métier que celui du marché très complexe de l'immobilier haut de gamme. Par contre, effectivement, j'aurais pas cette expertise terrain, mais je peux quand même vous présenter la société Barnes en quelques mots. Donc c'est un groupe qui est jeune, on n'a pas 150 ans, on a 20 ans et on existe réellement sur ce marché depuis 10 ans. Barnes en fait est poussé par son président qui est Thibaut de Saint-Vincent et qui est un entrepreneur dans l'âme avec une culture anglo-saxonne, américaine, et qui fait confiance à ses collaborateurs. La preuve, je suis là devant vous alors que j'ai pas cette expertise. Voilà, et donc on est très pushing sur les nouveaux médias, sur les innovations, et on met en place des outils qu'on peut qualifier aujourd'hui de complexes, dans le sens où on va avoir le marché de l'immobilier haut de gamme et on va avoir aussi besoin d'approfondir la connaissance du client,
de le suivre dans toutes ces problématiques. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement le métier de la transaction, mais on se retrouve face à des clients qui ont des besoins en conseil fiscal, patrimonial, qui attendent de nos services un accompagnement, un suivi haut de gamme, à l'image de ce qu'on peut vendre ou louer sur ce marché-là. Donc moi, j'interviens à ce niveau-là, voilà, de la connaissance client, des croisements de données qu'on peut mettre en place, des plus-values, des synergies qu'on peut créer aussi grâce à ces croisements. Voilà. Ensuite, pour rester sur les différents segments de marché, effectivement, on a diagnostiqué, enfin, on a étudié un marché purement parisien, un autre sur la Côte d'Azur, avec des biens qui peuvent approcher les 90 millions d'euros. Donc on ne s'adresse pas à une clientèle habituelle, on n'est pas au bon coin. Voilà, donc on essaie de mettre en place des outils pour pouvoir répondre du mieux possible aux attentes haut de gamme d'une clientèle d'exception. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Léo Athias. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la FIAPSI, c'est la Fédération internationale des professions immobilières. C'est une fédération qui a été créée en 1947. On a 70 ans bientôt. Et créée par la FNIM, donc juste après la guerre. Et donc, il y avait des précurseurs quand même, comme Pierre Colville, qui l'a créé, qui avait une vision quand même de créer cette fédération vouée à l'international. Alors, moi, je vais être la transversale de tous nos amis présents sur cette table. La FIAPSI est présente dans plus de 68 pays dans le monde. Et c'est la seule fédération aujourd'hui qui a une tribune internationale. Et pour vous, professionnels de l'immobilier, si vous voulez justement mettre le pied à l'étrier pour récupérer des clients à l'international, c'est la fédération où il faut être. Parce que d'abord, on a un siège aux Nations Unies, ce qui n'est pas donné à n'importe quelle fédération. En France, je fédère, si vous voulez. Alors, il faut savoir que la FIAPSI, il y a une FIAPSI Monde, et dans chaque pays, donc 68 pays dans le monde, il y a une FIAPSI nationale, si vous voulez. Donc, moi, je suis président France. Et en France, si vous voulez, je fédère les 4 syndicats majeurs que vous connaissez tous, comme la FNIM, le SNPI, l'UNIS et le FPI, qui est la Fédération des promoteurs immobiliers. Je les fédère tous, donc plus de 27 000 membres, si vous voulez, à l'international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un adhérent veut un contact à l'international, s'il est FIAPSI, tant mieux pour lui, il aura les contacts. S'il veut un contact, bon, évidemment, il nous appelle, on lui donne le contact, et tout de suite, il se rend compte que pour justement avoir cette connexion facile et physique surtout, parce que on a un directory aujourd'hui avec les adresses et ce que font justement les professionnels de l'immobilier, comme John Taylor, comme Barnes, comme tout le monde. Si vous voulez, ils sont là, ils sont adhérents. Et on va spécifier un peu le genre de produits qu'ils font. S'ils font que du commercial, du corporate, s'ils font du résidentiel, du haut de gamme, du luxe, du machin. Donc tout ça, si vous voulez, c'est spécifié. Donc on ne perd pas de temps pour justement contacter un professionnel via FIAPSI aujourd'hui. Donc la FIAPSI, elle, donc en fédérant ces 4 syndicats majeurs de l'immobilier français, bénéficie également d'une plateforme immobilière où il y a 600 000 agents immobiliers présents dans cette plateforme immobilière qui s'appelle Proxio, et où vous pouvez créer votre propre réseau. Donc, suivant encore une fois le produit ou le marché que vous voulez atteindre, les professionnels que vous voulez contacter pour créer justement votre réseau. Donc, les syndicats, nous, par exemple, FIAPSI, nos adhérents, ont un accès gratuit à Proxio parce qu'on a une collaboration avec eux, pour justement qu'ils puissent avoir des ouvertures
à l'international. Bien sûr, ils ont leur pièce d'identité à l'intérieur de Proxio et également leurs produits. Les produits sont dans Proxio. Donc, moi, j'ai eu récemment un Australien qui voulait acheter. 48 heures après, il était là. Mais si vous voulez, l'international, c'est un esprit. Il ne faut pas que ce soit un tabou pour vous aujourd'hui de dire que l'international, c'est quelque chose, c'est un nuage et on ne sait pas par quel bout le prendre. C'est très facile. Il y a aujourd'hui, mais on vous dira ça, je ne vais pas prendre le micro tout le temps, mais il y a des outils, si vous voulez, et des tribunes et des bridges pour justement sortir un peu de nos agences de quartier et du classique. Personnellement, parce que j'ai aussi ma société de Castel Immobilier qui est dans le 8e, et je suis administrateur de biens, je fais la transaction bien sûr, mais je suis très ouvert sur l'international parce que j'ai des contacts sur l'international, parce que je vais sur les forums, sur les congrès mondiaux. La semaine prochaine, je pars à New Orleans, où il y a le congrès de l'ANAR, qui est le plus grand congrès mondial de l'immobilier. Et là, c'est un vrai marché, si vous voulez, où on se contacte tout de suite, on donne sa carte de visite, et puis on crée au fur et à mesure son fichier, même de correspondant, si vous voulez, pour vous raconter une petite histoire. J'ai un ami qui est passé il y a au mois de juillet, qui était en avance sur son rendez-vous chez le dentiste, et il rentre, il me dit « tu m'offres un café ?» Et puis je dis « avec plaisir, et pas de problème ». Et pendant qu'il me dit « j'ai envie d'acheter à New York, à Manhattan, à 100 mètres carrés », pendant qu'il me parlait, j'ai envoyé tout à mon correspondant à New York. Il reçoit sur son iPhone un truc. Il me dit, c'est quoi ça? Il lit. Je lui dis, oui, ça y est, t'es fini. Tu vas à New York, tu vas acheter. Il me dit, mais je ne la connais pas. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est ma correspondante. Pendant que tu me parlais, je lui ai envoyé tes coordonnées. C'est ça l'international, c'est sur le petit clic. Ça se fait tout de suite. Il est allé à New York, il a acheté son appartement 100 mètres carrés. Elle m'a fait ma rétrocession d'honoraires. Au revoir, merci, ça se fait comme ça. Alors, il y a effectivement des contrats internationaux qu'on met en place, mais ça aussi, si vous voulez, je ne vais pas prendre le micro non plus, mais il y a plein d'histoires comme ça qui sont faciles, et pour justement donner des outils à toute l'assistance sur l'international. Et c'est très facile parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a une globalisation du marché, il n'y a plus de frontières. C'est fini, il y a plus de. Faut pas croire que c'est fini. C'est le clic, c'est Internet. Tout de suite le clic, on envoie au correspondant. J'ai vendu un terrain à Bangalore, en Inde. Mon correspondant, il m'a dit comment toi tu vas me donner un terrain? Je dis ben oui, et je lui ai donné parce que on est très amis avec le président de l'Inde. Mais il m'a dit mais comment t'as fait? Je dis écoute, quand les gens savent que je suis à l'international. Comme on sait que vous êtes coiffeur, on sait que vous faites de l'immobilier, on vient vous voir pour ça. Donc le tout, c'est de le faire savoir. Quand vous faites savoir à votre entourage que vous faites de l'international, les gens viennent systématiquement et automatiquement vous demander conseil pour une acquisition, pour un marché, pour un investissement qu'ils veulent faire. Et je veux vous dire, au niveau FIAPSI, par exemple, moi j'organise tous les mois, les premiers lundis de chaque mois, un événement autour toujours de l'immobilier, bien sûr, mais toujours international. D'ailleurs, on a eu le plaisir d'accueillir M. Hervé Parent chez nous, qui a fait une brillante tribune sur justement les nouveaux outils de l'immobilier. Et l'assistance a approuvé énormément. Et je fais tout ça, donc j'ai fait intervenir le président anglais de la fédération sur le marché britannique, président espagnol, qui sont venus chez nous, qui ont parlé de l'immobilier. Ça a intéressé parce que c'est une actualité aujourd'hui. Le marché espagnol est très aujourd'hui attrayant parce que les prix ont chuté, qu'aujourd'hui, pour l'investissement on va dire, pré-retraite à 150 000, 200 000 euros, eh ben, il n'y a rien. En France, il n'y a pas la clé. Mais en Espagne, on peut se payer quand même un appartement de 80, 100 mètres carrés, 120 mètres carrés. Le Portugal, c'est la même chose. Donc les Anglais, pareil, ils sont très acheteurs en France. Et ça concerne un peu le marché national français, parce que en Angleterre, vous connaissez mieux que moi, le tourisme, c'est pas terrible, mais en France, oui. Donc, si vous voulez, il y a des échanges comme ça, et dès qu'on a des contacts, si vous voulez, avec le réseau, par exemple, Fine & Country, ils sont 1100 agences qui font que du luxe, par exemple. Ils ont de très belles agences immobilières, ils ont une très belle à Central Park.
Donc eux, ils n'ont que des clients. Quand ils ont des clients, ils nous envoient tout de suite. Je suis un peu le représentant de Finance Country en France. Je sais que vous êtes Allez-y. des intervenants professionnels, on est très impatients d'entendre vos innovations sur le métier de l'OPGAM. On est très intéressés par votre fédération, mais nous sommes très curieux de connaître vos innovations. Ça vient. Je suis dans le stade de la présentation. Enfin, tout le monde s'est présenté, donc je vais m'arrêter de parler. Ouais. Et puis je vais laisser. Voilà, très bien. Non, mais c'est très intéressant quand même de voir que le marché international, il est complètement global, qu'aujourd'hui la problématique, elle se pose entre différentes régions du monde. Alors la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on vend à ces différentes régions du monde. Est-ce que, Stéphane Insko, est-ce qu'on vend de la même manière aux Russes, aux Chinois, et qu'est-ce qu'on utilise comme technique, comme innovation pour mettre en avant, et qu'est-ce qu'on met en avant à l'international? Bon, je connais un peu la Chine, comme la Russie, mais je peux faire cette comparaison, pas beaucoup plus. Je pense, parce que c'est les deux entre les marchés les plus ciblés, il y a une expansion, surtout sur Internet, du marketing, et ayant maintenant défini le haut de gamme un peu plus bas, ça implique l'Internet. Je dirais que, par exemple, le très haut de gamme, même en Russie, nous avons par exemple des produits, je pense cette semaine, le maximum c'est 47 millions de dollars, centre de Moscou, pour une maison. Mais très franchement, je dis ça à mes clients, pour les très haut de gamme, l'Internet pour les Russes ne marche pas très bien. Ah oui. Et je pense un petit peu la même chose pour les Chinois également, les très haut de gamme. Parce que ce que je vois pour les deux, parce que je croise aussi les Chinois dans les conférences, et c'est un petit peu la même discussion que nous avons sur les deux côtés, les très haut de gamme, c'est très peu nombreux de clients. Et veut dire c'est le travail des agents, de les suivre beaucoup plus prochement que l'Internet ne peut jamais faire. Alors mes amis, agents, j'ai toujours travaillé ma vie dans l'immobilier, y compris à Paris. Je connais bien ces gens, surtout en Russie, et c'est les gens qui voyagent avec les clients, c'est les gens qui invitent les clients, les cocktails, les lancements de nouveaux projets, même les projets, par exemple, à Paris, qui sont montrés à Moscou, avec les catalogues imprimés. Donc vous voulez dire que c'est très traditionnel, c'est de l'intuitu personnalisé, ce sont plutôt des petites communautés créées autour des événements, plutôt que de la diffusion d'innovation. Pour le très haut de gamme. Je pense que ce qui change, je risque de dire encore de mots, je sais pas. Mais pour au niveau de technologie, je pense que c'est comme ça que j'ai voulu au début distinguer un petit peu l'haut de gamme, parce que je pense que l'haut de gamme, si on peut dire 1 million de dollars ou 3 millions de dollars, ça c'est plus notre marché, c'est plus notre cible marché, parce que ça c'est beaucoup plus, les gens plus nombreux, que les agents ne peuvent pas tout suivre, qui ne peuvent pas tout connaître. Alors c'est quoi le meilleur outil qu'on connaît pour trouver ses clients? Alors ça, forcément, c'est l'Internet. Et le plus qu'on développe sur l'Internet, par exemple, je sais qu'ici le taux de pénétration sur l'Internet c'est plus que 80%. Pour nous, officiellement, c'est 60%, réellement, c'est 50%. Et dans ces 50%, c'est déjà le marché le plus grand, c'est 70 000 gens. Bon, enfin, quand c'est comme 50 ou 85, si c'est 60. Il n'y a qu'aujourd'hui 40% qui cherchent l'immobilier en Russie sur l'Internet. Alors c'est quelque chose qui change très rapidement, alors donc les évolutions techniques, mais actuellement c'est ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que justement sur ce petit marché de 50%, qu'est-ce qu'on trouve sur Internet? Quel type Est-ce qu'on a une succession de photos? Est-ce qu'on a des visites virtuelles? Est-ce qu'on on est en train de rentrer dans un univers qui est très très technologique, ou au contraire qui est traditionnel? Qui change très rapidement. Ouais. Quand j'ai commencé le projet, j'ai bien sûr mes amis dans l'immobilier qui m'ont dit qu'on ne va jamais avoir les photos, on ne va jamais avoir les adresses même, ou les prix. Un petit peu comme quand j'ai travaillé aussi en Italie, j'ai vu le début de Casa Ponte. Ça change très rapidement. Alors, dans les millions, un peu plus de millions d'annonces que nous avons sur Itinerity, je pense que c'est quasiment 98% qui ont les photos, les adresses, les prix réels et tout. Et je pense dans les prochains 6 mois, maximum 12 mois,
on va avoir les visites virtuelles. Franchement, je pense que ça va commencer plutôt avec le commercial, parce que c'est vraiment très centralisé sur Moscou, c'est plus facile. Quand vous dites avec le commercial, c'est-à-dire avec l'immobilier d'entreprise. Oui, Donc l'immobilier commercial, oui, mais qu'on soit clair, d'accord. Mais je pense, c'est un petit peu comme dans toutes les technologies, qu'il y a un agent qui a une technologie qui marche, tous ses concurrents, rapidement, et surtout en Russie très rapidement, veulent avoir les mêmes technologies. Je suis très intéressé de voir en bas les technologies qui se développent en France, parce que je sais, bon, j'ai un petit avantage sur mes concurrents d'être ici, parce que je sais ce qui va être à Moscou dans 2 ans maximum. Mais le marché est mûr et mature pour accueillir toutes ces technologies. Aujourd'hui, les attentes des acheteurs, elles rencontrent le développement technologique. Je pense que c'est la même chose pour l'Internet que pour les produits immobiliers. Les Russes voyagent beaucoup. Ils voient non seulement les produits immobiliers, mais bien sûr les sites Internet à l'étranger. Et ils se posent des questions pourquoi on n'a pas la même chose. Et c'est intéressant, même pour moi, de voir dans l'immobilier réel les attentes du client pour la qualité d'appartement, la qualité des maisons, qui ont beaucoup changé dans les derniers 3 ans, 5 ans, qu'ils ont voyagé, ils ont acheté à l'étranger, ils attendent d'avoir la même qualité et la même prestation qu'ils ont à l'étranger dans le maison de vacances. Et même chose un peu sur l'Internet, quand ils sont sur place, ils sont plus confortables. À ce moment, ils regardent bien sûr sur ce loger. Et sur ce loger ou sur les autres sites, quoi que ce soit le pays, il y a les visites virtuelles. Il y a par exemple les plans d'étage qu'on n'a pas toujours en Russie, ou les images 3 dimensions pour les nouveaux projets. Mais encore une fois, ça fait 16 ans que je travaille à Moscou. J'ai entendu dans ces 16 ans plein de conneries, des choses qui vont jamais arriver en Russie. Et bref, encore une fois, ce qui est en bas, on va voir dans 12 maximum. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une harmonisation, un nivellement international des technologies et qu'il n'y a pas de spécificité culturelle. On s'adresse a priori avec la même technologie aux Chinois, aux Russes, et la différence, elle se fait plutôt en termes de niveau de gamme, c'est-à-dire au-delà d'un certain montant, on passe du haut de gamme au luxe ou au prestige. Là, effectivement, on n'est plus dans de la technologie, on est dans d'autres événements. Mais pour ce qui concerne l'utilisation de la technologie, quelle que soit la zone géographique mondiale, de toute façon, c'est un mouvement qui est uniforme et qui s'adresse de la même manière aux Américains du Sud, aux Indiens, au Qatar ou aux Français. Non, je vois par exemple de l'événement, il y a un site en Chine, peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, qui s'appelle Juai. Et c'est un site qui était vraiment développé dans les derniers 3 ans et ça s'explose. Et pourquoi? Parce que comme outil, c'est vrai que le très haut de gamme, les clients étaient toujours suivis par les agents, encore une fois. Il y a plus d'achats internationaux, maintenant un peu plus bas en prix. Les clients s'informent sur Internet. Je ne veux pas faire le cliché de l'âge du client. Mais il y a un part de ça, mais je dirais plutôt le confort du client avec les outils Internet. Et c'est sûr que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie, non seulement comme avec une croissance très forte du nombre de gens sur l'Internet, mais le nombre de gens qui cherchent l'immobilier sur l'Internet, ça joue beaucoup dans les attentes du client, niveau technologique, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Philippe Calmont, vous, quand vous pensez la vente d'un produit, quel type d'innovation vous mettez derrière? Quel type, j'entends technologique? Est-ce que vous allez différencier en fonction du type de bien, ou est-ce que vous êtes... quel type de politique vous avez? Alors tout d'abord, c'est pas une innovation, mais c'est une place de plus en plus importante d'Internet dans le métier d'agent immobilier dans le prestige. Aujourd'hui, on est à 60% de contacts venant du monde Internet, que ce soit notre site, les portails... Excusez-moi, vous considérez ça comme beaucoup ou comme peu? C'est beaucoup, mais ça va encore augmenter à mon sens. D'accord. Je m'attendais effectivement, moi personnellement, à quelque chose de plus important. 60%. Ouais, 60%. Il faut voir que dans l'immobilier de prestige, il y a également, on reste un métier où l'intuitu personnel est fort.
On est sur une clientèle qui va faire son marché un petit peu dans tous les pays du monde. Hein. Ce sont les mêmes clients qui achètent sur la Côte d'Azur, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ou à Londres, ou à Miami. Ce sont les mêmes. Ils viennent faire leur marché comme ça sur Internet. Et le contact que le client a avec son négociateur est très fort. D'où cette proportion de contact qui sort d'Internet. Là, la technologie, elle reste importante parce qu'il faut que notre négociateur qui traite avec ses clients potentiels soit doté de tous les outils nécessaires. Et en particulier, les logiciels de gestion de nos transactions, les outils de présentation des produits, il faut qu'ils aient tout sur eux en permanence. Et justement, sur ces outils de commercialisation, de présentation des produits, quelle est votre politique? Vous êtes, vous rentrez aujourd'hui dans le visuel, dans la 3D? L'important, c'est, on en discutait l'autre jour en interne, l'important c'est le visuel. Toutes les informations qu'on peut donner sur le produit, le bilan en lui-même, de toute façon, on va retrouver un peu la même chose dans toutes les catégories de l'immobilier. En revanche, dans l'immobilier haut de gamme, ce qui va compter en premier lieu, c'est la qualité du visuel. Donc, en effet, ça peut être jusqu'à des séquences filmées, ça peut être des visites virtuelles. C'est l'utilisation des drones que nous, on fait appel à des prestataires qui utilisent des drones pour avoir des visuels qui n'ont rien à voir à ce qu'on pouvait présenter autrefois. Quand on a un château à commercialiser, par exemple, alors là, on est dans le très, très haut de gamme, hein, présenter une photo. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas si forcément le haut de gamme, le château. Le château peut être le moyen haut de gamme. Oui. Tout va dépendre de la région. De toute façon. Voilà, ça rentre vraiment dans la problématique aujourd'hui de comment commercialiser un château, pas forcément pour le très très haut de gamme, mais même pour le haut de gamme standard, entre guillemets. Et effectivement, ces problématiques-là, elles se posent vraiment. Oui, et on axe tout sur la qualité du visuel aujourd'hui. Et d'accord. Quand vous dites que vous utilisez des drones, ça vaut combien de faire des photos avec des drones? Le coût par rapport, ce sont des. Je ne peux pas vous répondre précisément, mais c'est pas un coût très élevé par rapport. Nous, on fait appel à des prestataires, à des photographes, hein, évidemment. Le coût n'est pas tellement plus élevé que pour une prestation classique. D'accord, donc c'est quelque chose que vous allez développer assez facilement. C'est quelque chose qu'on utilise, fréquemment. Oui. D'accord, merci beaucoup. Nicolas Danvin, vous avez travaillé un petit peu sur la technologie et les innovations appliquées aux clients, à la relation client. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire la relation client dans l'immobilier? Quand on parle de technologie, on peut sous-entendre l'aspect Internet, donc visible aux internautes, aux clients potentiels, etc. Et on peut utiliser cette même technologie de manière plus underground. Donc vraiment, je parlais de passerelle ou de croisement de données, c'est-à-dire avoir la main, une vue, avoir la maîtrise de sa base de données, d'autant plus qu'on s'adresse à une clientèle d'exception, très peu nombreuse dans le monde. Aujourd'hui, on se refuse de croire chez Barnes qu'un agent n'aurait pas connaissance que tel client nous a déjà acheté un bien en Côte d'Azur, a déjà passé ses vacances à Saint-Barth, et a mis 2 ou 3 appartements en location à Paris chez Barnes. Donc pour véhiculer cette connaissance du client, on parle aussi de technologie embarquée. Bien sûr. Absolument. Donc ça, c'est effectivement mon métier. L'autre chose, la partie Internet, qui est peut-être plus intéressante dans le cadre de cet exposé. Effectivement, on travaille avec des prestataires pour tout ce qui est visite virtuelle de grande qualité, encore une fois. Des photographes qui peuvent passer 5 heures sur la retouche d'une photo ou créer même des reflets de soleil qu'on ne peut pas avoir de manière des faux reflets qualitative. Oui, mais c'est important. Il y a une chose aussi qui est importante, à mon sens, c'est de pouvoir avoir une connaissance des codes de nos cibles. C'est-à-dire qu'on va présenter ce bien très bien, mais si on utilise un code couleur en background sur le site internet, qui n'est pas du tout adapté à notre cible chinoise ou japonaise ou russe ou peu importe. Donc il y a la connaissance du client, son environnement,
et ses codes, principalement ses codes. Donc, c'est très bien d'avoir un super produit parfait si on le présente mal, ou si on va à l'inverse comment dirais-je, du souci en fait de la connaissance du client, on va se planter. C'est quoi par exemple les codes? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous... On va avoir par exemple des Japonais qui aiment bien avoir des espaces ouverts. Donc si on souhaite leur présenter des produits d'exception, on va pas leur vendre quelque chose, on va pas leur présenter des photos. Du coup, on fait des photos grand angle ou ce genre On de va choses privilégier tel ou tel bien pour le présenter à telle ou telle cible. Voilà, en par fonction exemple du code. Ça peut être... par exemple, on a des clients qui s'intéressent sur des biens, donc des domaines viticoles avec des milliers d'hectares. Là, effectivement, on pensera au drone pour avoir une visibilité sur le domaine, forestier ou de chasse, ou peu importe. Et ça peut nous apporter une plus-value. Sinon, quand je parle de code, c'est vraiment les codes clients, ses habitudes de navigation. On va avoir des Chinois qui vont avoir un comportement de navigation sur le site internet qui est complètement différent de l'américain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ils rentrent par un onglet qui est différent. Non, on va avoir une lecture très cursive, presque instantanée quand on s'adresse à un Américain qui veut tout de suite une réponse tout de suite immédiate en 3 secondes. Le Chinois il va être peut-être plus attentif au contenu, alors que l'Américain ne va même pas lire le descriptif, il va focaliser sur le visuel. Le Chinois qui vient acheter à Paris, ce qui va l'intéresser peut-être plus que le bien, c'est vraiment la vie de quartier. Ce qui se passe autour du quartier, etc. Donc il y a vraiment des points d'entrée qui peuvent être différents selon la cible et les codes du client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération avant même de rentrer dans une démarche de marketing Internet. Donc ça voudrait même dire qu'en fonction de la culture du client, il faut même définir un site Internet spécifique. On a tous un langage commercial qui s'adapte en fonction du client. Il faut restituer fidèlement cette notion dans le cadre d'un site Internet ou d'une application. Mais donc il faut des applications et des sites Internet différenciés. Au niveau de la présentation, oui. On peut si on suit la logique jusqu'au bout, ce ici, qui est intéressant, effectivement, c'est très culturellement différent. Avec la technologie, on peut identifier la provenance du visiteur. D'accord. Donc, en fonction de sa provenance, je peux remodeler juste la présentation, utiliser tel code couleur plutôt qu'un autre pour encore une fois répondre à son attente et l'inscrire dans une navigation confortable. Voilà. On cherche à ce que la personne qui visite nos sites internet reste le plus longtemps possible. On met aussi en place des nouvelles fonctionnalités qui viennent apporter de manière complémentaire des informations. Je parlais tout à l'heure du conseil d'optimisation fiscale, patrimoniale, etc. Et voilà, tout au long de sa démarche, tout au long de sa navigation, on va créer un environnement qui sera vraiment propre et fidèle à l'objet de ses recherches. D'autant plus qu'avec les technos, on a aussi des outils de traçabilité. Pardon. Alors quand il s'agit d'Internet, j'ai beaucoup de... Oui, mais tout le monde... C'était juste pour rebondir sur la notion de site qui doit utiliser les codes d'une catégorie de clientèle plus qu'une autre. Et du coup, on se dirige également vers la multiplication de sites dédiés à des biens. C'est-à-dire on utilise... Exactement. Nous, pour nos biens d'exception... Dédié aux clientèles particulières, donc aux régions, pour un bien particulier. Et des biens particuliers. Absolument. Donc on va avoir des univers qui sont très mouvants à l'intérieur. On se projette pour un bien d'exception, un site internet. Oui. On vraiment se projette... alors évidemment, le visuel, c'est ce qu'il y a de plus important, mais pas que. Voilà, il n'y a pas que. Il y a tout cet environnement, toute cette réflexion qu'on doit mettre en avant sur le site internet et qui doit avoir un sens aux clients. D'accord. Voilà. Léo Attias, justement, cette problématique des codes différenciés en fonction des régions du monde que vous connaissez bien, est-ce que vous avez effectivement la sensation qu'il faut un outil technique, une technologie différenciée en fonction de si on parle à des Indiens ou à des Chinois ou à des Américains? Alors, je crois qu'il faut que, d'abord, on situe le haut de gamme. C'est quel budget? Alors justement, au début, on a positionné ça de 750 000 à 5 millions à peu près. Alors, sur le haut de gamme, la clientèle, je peux vous dire que c'est très rare. Et quand on parle de 50% de visibilité sur Internet, je suis un tout petit peu sceptique. Parce que les clients qui ont 5 millions d'euros, voire plus,
C'est ça le haut de gamme, hein, pas 1 million. 1 million, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on consulte Internet facilement. Bon, il y a des sites pour ça, c'est très bien. Mais sur une clientèle étrangère, les sites, Internet en tout cas, a bon dos. Mais je crois plus aujourd'hui pour la clientèle haut de gamme qu'on appelle haut de gamme. Donc vous, le haut de gamme, c'est au-dessus de 5 millions. C'est de 5 non, à... pas forcément au-dessus de 5 millions. Je vais vous dire, moi j'ai un client de monégasque qui m'a appelé, je lui ai vendu il y a 6 ans un appartement qui est parti à Monaco, qui m'a appelé il y a 15 jours. Et bon, il me dit alors, est-ce qu'il y a des nouvelles affaires? Je dis oui, bon, voilà, il est à Monaco, c'est 2,5 millions. Pour moi, c'est du hors budget. Il faut savoir qu'en France, sur les budgets, les ventes, il y a combien de ventes qui se font au-delà d'1,5 million d'euros, par exemple? Vous avez la statistique? Il y a 500 ventes, 550 ventes. Vous voyez, je veux dire, donc il faut pas qu'on se perde un petit peu. Il faut avoir des statistiques et savoir ce que c'est que les budgets haut de gamme. En ce qui nous concerne, en tout cas, et encore une fois à FIAPSI, si vous voulez, c'est les réseaux. Et on croit beaucoup aux réseaux locaux. Ça veut dire que je vais avoir un contact dans la ville qui, lui, va avoir les contacts dans la ville également via des notaires, des banques, des machins, et qui est la personne représentative. À Paris, il y en a plein. Et je vais vous dire, le marché russe, le marché chinois, moi je vais vous parler du marché chinois, marché russe. Vous croyez que les Russes, ils vont voir Internet pour acheter un appartement à 5, 8, 10 millions? Franchement. Mais pas du tout. Ils connaissent quelqu'un à Paris, ou un avocat, ou un notaire, ou en tout cas une relation, donc c'est du physique, okay, qui vont lui dire, bon tiens, j'ai tant à investir, et pour cause, j'ai vendu via un ami qui est à San Francisco, qui connaissait un avocat à Genève, qui m'a donné le client pour acheter à Paris. Donc, vous voyez un peu oui, je vois, effectivement, vous êtes en train de dire que c'est beaucoup de la culture voilà. personnelle. Est-ce que la technologie peut être utile dans ce cadre-là? Alors, en présentation primaire, si vous voulez, oui, parce que si le client dit, bon, on va lui faire une sélection, c'est vrai qu'on va lui envoyer 3-4 produits pour qu'il voie, effectivement, il y a un effet présentation indélébile, je suis d'accord. Mais pour qu'il vienne, si vous voulez, consulter comme ça Internet parce qu'il veut acheter, j'y crois pas du tout. En tout cas, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé qu'un client qui soit du haut de gamme vienne chez moi taper « j'ai vu un appartement à tel ». D'accord. Voilà. Une petite intervention. Oui, mais ça arrive. Ça arrive quand même. Mais la statistique, c'est ça. On parle toujours de statistiques. Et en fait, je pense qu'il faut pas oublier, parce que je pense que le rôle d'Internet reste, c'est un métier de réseau, beaucoup, je suis entièrement d'accord avec vous, mais en même temps, il y a un moment donné, on peut penser à la personne très riche dans un pays étranger, qui va vouloir acheter une résidence secondaire quelque part en France. Alors, vous avez la jeune génération qui va regarder elle-même sur Internet. Et puis vous avez la génération un peu plus d'avant qui, elle, va demander à quelqu'un de le faire. Mais à un moment donné, de toute façon, il y aura enfin, pour nous, hein, pour l'expérience que moi j'en ai, il y aura cette expérience via Internet. Ce qui ne contredit pas du tout la notion de réseau, qui est essentiel. Et plus on monte en gamme, plus c'est important. Ce qui recoupe peut-être, il faut jumeler les deux. Peut-être ce qui recoupe aussi la complémentarité. Juste pour repositionner ça dans un concept qui pourrait être celui du paradoxe du luxe, justement, où on a besoin à la fois de montrer, de diffuser, et en même temps un besoin de discrétion, un besoin de ne pas trop se faire connaître et de ne pas trop connaître. Et le problème de la technologie, c'est justement de diffuser au plus grand nombre. Et est-ce que c'est vraiment utile que tout le monde puisse voir le château de Catherine Deneuve? Alors il y a un aspect voyeur, et vous avez un certain nombre d'agents immobiliers qui fonctionnent effectivement dans ces cadres de réseau de très haut de gamme qui te disent surtout pas, moi j'ai besoin de 2 photos, même pas forcément très bonnes, mais l'intuitu personnel va faire le reste. Et la personne, elle va aller voir son avocat, qui va aller voir, le jour où il va venir à Paris, je vais lui faire présenter le bien. Mais il y a aussi un monde de la discrétion qui peut être parfois un peu antagoniste avec cet esprit de diffusion et de généralisation de la nouvelle technologie. Surtout dans le haut de gamme, je veux dire, pour avoir vécu plusieurs expériences, en général, comme vous le dites si bien, il y a une discrétion, mais absolue. Et on est au courant de la transaction que lorsqu'elle a été
réalisé. Donc les gens, même aussi bien le vendeur que l'acheteur, si vous voulez, ne veulent pas que ça se divulgue. Et s'ils font appel justement à des agents immobiliers forts de réseau, comme on peut citer nos confrères qui sont autour de cette table, parce que ils ont des réseaux à l'intérieur de ces villes et ils ont le marché, ils maîtrisent le marché du haut de gamme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je crois plus, moi, à ces réseaux plutôt que Internet, machin. Bon, après, c'est une question de budget, hein, bien sûr, entendons-nous. Et là-dessus, moi, à chaque fois, on me dit... j'ai fait la succession de Rudolf Nureyev, mais il n'a jamais été question que je prenne une photo. Il n'a jamais été question, il ne m'a même pas laissé. Il m'a dit, attendez, monsieur, vous m'amenez à Monaco, sur les quais, Voltaire. Il m'a dit, mais j'étais une discrète. Oui, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, on est là, on est, vous savez très bien, nous, agents immobiliers, on voit tout, on entend tout, mais on ne parle pas. Oui, je veux dire, c'est la religion de notre profession. Hein, Et donc, Stéphane, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette problématique de diffusion technologique et de discrétion? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on a touché les questions d'auditoire. S'il faut proposer dans une autre manière. Alors, j'ai vu quelques iPads ici. Alors, s'il y a entre vous quelqu'un qui veut lancer le site FANG comme Gérald.com. Et ça, c'est le leader numéro 1 de loin en Chine. Et si vous regardez le style de site, c'est bien sûr, comme tous les autres sites, adapté à son auditoire. Et c'est complètement différent de ce qu'on a en Europe. Notre site, c'est beaucoup plus comme se loger, c'est fait exprès. Niveau, je dirais, les questions de très haute gamme, je pense que peut-être il y a 50 ans, on se posait les mêmes questions pour les journaux. Si ça peut rendre service aux agents. Aussi, l'autre gamme, c'est que la parole de... ou la discussion du verbal. Oui, de word of mouth, je ne sais pas. Des bouches à oreille. Oui, bouche à oreille, merci. Mais bien sûr, on a vu, par exemple, ici, il y a une super revue Propriétaire de France. Et ça donne envie. Et je suis sûr que même pas la moitié des gens qui achètent cette magazine ont les moyens d'acheter les châteaux qui sont dedans. Alors ça donne envie, ça donne rêve, ça montre les noms de John Taylor, des autres qui sont là, qui est connecté. Il ne faut jamais oublier, parce qu'on parle d'innovation, c'est ça un petit peu le cible de discussion. Et l'innovation, c'est le changement. Et je peux dire que, par exemple, en Russie, c'est vrai de dire qu'aujourd'hui, je vois mal que les gens achètent 8 millions par l'Internet. Cela dit, en Chine, c'est le cas. Ça commence. Et quand j'étais à San Francisco, il y a une conférence de technologie aussi dans l'immobilier, là, il y a les Chinois qui achètent de très haute gamme seulement de l'Internet, qui ne visitent même pas, qui peuvent même éventuellement envoyer quelqu'un pour le voir, que ça existe. Mais on voit les changements, et c'est ça un petit peu de l'innovation. Et je pense que l'Internet, peut-être plus que les autres moyens d'annonce, parce que c'est qu'une annonce, a la possibilité de transmettre beaucoup plus d'informations. Je me souviens, quand j'étais jeune, à Jean, en Angleterre, non seulement on paye beaucoup plus cher pour payer une annonce dans un journal, on se posait la question si c'est en couleur ou noir et blanc, tellement c'était cher. Et on avait les photos comme ça. Et on avait tout un jeu descriptif pour dire 2 CH, chambre. Oui, ça, aujourd'hui, le grand avantage, la grande innovation, je pense, de l'Internet, par rapport à l'annonce, c'est de non seulement donner toute l'information, parce que même si je suis l'homme le plus riche de toute la Russie, j'aimerais bien quand même comparer les possibilités d'achat. Veut dire que c'est intéressant de recevoir les 3 produits, les 4 produits d'un ami très bien placé dans le marché. Mais également, je veux faire tout simplement une recherche. Est-ce que je paye à peu près le prix réel? Est-ce qu'il y a les alternatives? Même à Paris, on parle toujours des arrondissements. Ce n'est pas la même chose le 16e que le 8e, que le 17e. Il faut regarder. Et pour ça, je pense l'innovation soi-même de l'Internet donne cette opportunité et donne ce choix. D'accord. Juste pour information, j'avais fait faire une petite étude à mes étudiants sur l'effet du nombre de photos. Parce que vous parliez tout à l'heure des photos. Alors, avant, on était sur du noir et blanc, 1, 2. Et en fait, on a fait varier dans une expérimentation un groupe qui avait 3 photos, un groupe qui avait 7 photos et un groupe qui avait 20 photos.
Et en fait, on a fait le cas dans l'immobilier standard et l'immobilier de luxe. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans l'immobilier standard, il y avait un effet optimal à 7 photos, c'est-à-dire 3, c'est pas assez, 7, on a une bonne idée du produit, mais 20, on commence à montrer des redites, des défauts, il y a des occasions de ne pas aimer le produit alors même qu'on le montre. Dans le luxe, on n'a pas du tout cet effet en cloche et on a fait un effet de progression continue. C'est-à-dire plus vous montrez, plus vous suscitez l'envie de décrocher, d'appeler, de regarder encore. Donc l'espoir un petit peu de ces nouvelles technologies, c'est comme elles diffusent, en particulier dans le luxe, qui dévoilent de plus en plus la qualité du produit, ça ne peut être a priori que positif. Je pense qu'il y a un point sur ça, parce que j'ai lu un livre qui a été écrit il y a 3-4 ans en Angleterre par le directeur général, donc son nom m'échappe, de Green & Co. Et lui, il a dit, bon, avec l'Internet, les évolutions, ça va, mais il faut laisser quand même les agents vendre. C'est quand même très important. Si toute l'information, parce que, encore une fois, c'est l'annonce, c'est la publicité, c'est pas la vente, il faut jamais confondre les deux. On va jamais arriver, malheureusement pour les sites internet, comme sur Amazon, quelqu'un qui a acheté ce château a ajouté un joli appartement sur Cannes. Non, c'est toujours et même j'étais à Barcelone il y a 3 semaines, c'est une conférence internationale des portails de l'immobilier, se loger et tout. Et il y avait une discussion même de réduire les descriptifs, le nombre de photos, de seulement donner envie. C'est presque le mystère et pas trop dévoilé. Oui, voilà, exact, un peu ça. Et pour que les clients appellent aussi rapidement que possible, qui est quand même notre but. Les agents, les développeurs. D'accord. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour avoir assisté à cette présentation. Merci messieurs et bonne chance. Merci.